Alors, bonjour et bienvenue à la Maison du développement durable. Merci aux personnes qui sont présentement connectées en ligne avec nous. Alors, dans le cadre de la Semaine de l'Océan et du Saint-Laurent, on a toute une panoplie de conférences, d'activités, des entrevues aussi avec diverses personnes qui viennent d'un peu partout au Québec, en fait. Puis aujourd'hui, on a Sandra Gauthier qui est avec nous de chez Exploramer. J'en profite pour remercier Hydro-Québec, qui est le partenaire principal de notre programmation, ainsi que la Ville de Montréal. Et aujourd'hui, nous avons la conférence ayant pour titre « Les poissons du Québec à la table des Québécois ». Donc, ça s'annonce bien intéressant parce que c'est une question que je crois qu'on se pose souvent, Sandra, de c'est quoi les meilleurs choix pour aller dans notre assiette? Donc, tu es directrice générale du Musée Exploramer depuis 2004. On peut y compter plus de 32 000 visiteurs annuellement. Donc, c'est quand même un grand nombre de visiteurs avec beaucoup de contenu vraiment très pertinent, des ateliers scolaires aussi qui sont offerts, des ateliers jeunesse. Tu as aussi fondé la Fourchette Bleue. Donc, Fourchette Bleue depuis 2009, Fourchette Bleue qui est pour une saine gestion des ressources marines dans une perspective de développement durable et de biodiversité également, de protection de la biodiversité. Et tu es à la présidence de Tourisme Québec, donc Durable Québec, pardon, Tourisme Durable Québec, c'est pas la même chose, hein? Pas tout à fait. Donc, ça te fait un gros curriculum avec beaucoup de belles perspectives sur les pêcheries durables, entre autres choses dont tu vas nous parler aujourd'hui. Alors, bienvenue Sandra, c'est un honneur et un grand bonheur de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et je vous laisse donc au bon soin de Sandra pour cette conférence. Merci. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, merci. Donc, mon nom est Sandra Gauthier, comme disait Maude. Je suis directrice générale du musée Exploramer à Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie, directement sur le quai. Donc, on est bordé sur 3 faces par la mer parce que le Saint-Laurent, dans notre secteur, on l'appelle la mer. Donc, voilà, je vais commencer par une petite présentation de Exploramer pour vous mettre en appétit. Donc, on est une institution muséale, donc un musée qui est agréé par le ministère de la Culture du Québec, financé aussi par ce ministère-là. On a une vocation qui est scientifique dédiée à l'océanographie. Excusez, il y a une petite mouche qui me rôde autour. Donc, on est dédié aux sciences marines du Saint-Laurent, donc et à la biodiversité marine du Saint-Laurent. Exploramer, c'est un musée qui a été fondé par le gouvernement du Canada, donc par Pêche et Océan Canada, lors du moratoire sur la pêche aux poissons de fond. Donc, au début des années 1990, la pêche à la morue, la pêche au sébasse, il y a eu des déclins incroyables dans ces pêches-là et beaucoup de pêcheurs ont perdu leur emploi. Plusieurs ont perdu leur bateau aussi. Puis pour un peu contrer la perte économique dans les régions côtières du Québec, les gouvernements ont choisi d'investir dans différentes options, différents projets qui allaient venir amener un impact économique. Et puis à Sainte-Anne-des-Monts, l'idée a été d'en faire un musée. Donc, c'est ce qui est devenu Exploramer aujourd'hui. Donc, fondé en 1995, le musée, en fait, aujourd'hui, a une mission de sensibiliser le public sur la biodiversité marine, la protection du Saint-Laurent, puis de mieux faire connaître cette masse d'eau-là. On accueille, comme disait Maud tout à l'heure, 32 000 visiteurs annuellement, incluant les groupes scolaires. Donc, voilà. Je change les... Excusez, on va s'adapter. Comment? Ah, je l'ai eu. Parfait. Alors, oups, je ne l'ai pas eu. Il faut que je pointe à quel endroit? Je l'ai eu. Voilà. Voilà, on va y arriver. Donc, voilà. Pour vous expliquer un petit peu sommairement qu'est-ce qu'est Exploramer, je vous ai fait un petit dessin, en fait, où on a vraiment le cœur de la mission au centre, donc la biodiversité marine du Saint-Laurent et les sciences océanographiques. Le rôle d'Exploramer ou le rôle des musées en général se divise en 4 mandats. Donc, il y a le mandat de la muséologie, donc l'aquarium, les expositions, les collections. Dans notre cas, collection vivante, collection d'écofacts et d'artefacts également. On a à Exploramer tout le volet éducation, donc avec des programmes éducatifs intramuséales, des programmes pédagogiques hors mur
et plusieurs concours scientifiques, camps de jour et beaucoup d'autres. On a tout le volet de médiation scientifique, donc on a un bateau. On fait des excursions en mer pour faire la vulgarisation un peu de l'écosystème du Saint-Laurent et de l'habitat. On a aussi l'interprétation du littoral avec un engin de pêche qui s'appelle un verveux, qui est un engin fixe où on amène les gens là, à s'habiller, donc à mettre des bottes pantalons et à rentrer les pieds dans l'eau pour venir vider l'engin de pêche. Les enfants adorent ça d'ailleurs. On a plusieurs activités comme le 24 heures de sciences, comme la semaine de la culture scientifique, comme les sciences et les filles. On a des conférences, plusieurs activités d'animation qu'on fait un petit peu partout, en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent principalement, mais aussi partout au Québec. Et puis, il y a tout le volet de développement durable qui, dans notre cas, à Exploramer, prend une tendance très importante, notamment avec Fourchette Bleue, que je vais vous parler un petit peu plus tard, les salons professionnels, les dimanches gratuits au musée, etc., etc. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais ça savoir, pour les gens dans la salle, qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Tofu. On était pas mal dans le VG, j'ai l'impression, là. Pizza VG, non? Voilà, donc, OK, ça, c'est la première question. Ma deuxième question, maintenant, que je voulais vous poser, c'est le dernier poisson que vous avez mangé, c'est quoi? Du saumon. Des fruits de mer, crevettes. Du bar. Bar et homard, oui, ça va, on va. Du bar rayé, d'accord, d'accord. Donc voilà, ça va nous amener quelque part, tout ça. C'était pas juste la pure curiosité, quoique. Donc, je vais juste faire suivre mes... Vous me pardonnez si je ne suis pas très bonne dans la gestion des slides. Je ne sais pas où je dois pointer. Ah, il faut que je pointe vers le bas, d'accord. Merci. Non, ça va aller. Merci beaucoup. Donc, Fourchette Bleue, qu'est-ce que c'est exactement? C'est la base de notre vie à Exploramer depuis les 14 dernières années. En fait, on vit beaucoup, on vibre beaucoup par Fourchette Bleue. En fait, pour vous expliquer la petite histoire de Fourchette Bleue, c'est un projet en fait qu'on a découvert lors d'un voyage en 2008 dans l'Ouest canadien où on a découvert un programme qui traitait des pêcheries durables avec une liste rouge et une liste verte des espèces marines. Et en regardant de façon plus précise, plus attentive cette liste-là, on se rendait compte que sur la liste rouge, il y avait beaucoup d'espèces marines du Saint-Laurent et sur la liste verte, principalement des espèces qui venaient du Pacifique. Fait que là, ça nous a amené à nous poser beaucoup de questions en se disant, est-ce que c'est vrai que tout ce qu'on retrouve dans le Saint-Laurent est menacé d'extinction, puis que bientôt, on n'aura plus rien à pêcher, plus rien à manger qui émane du Saint-Laurent? Alors là, on s'est assis, puis on a bien réfléchi à ça, puis on s'est dit non, c'est juste qu'il faut prendre la solution, il faut prendre le problème autrement. En fait, il faut le regarder d'une autre manière pour être plus durable, pas juste écologique ou environnemental, mais être plus durable dans toutes les sphères de la pêche, donc incluant le volet économique et le volet social. Donc, on a repris en fait tout le volume des pêcheries durables, on l'a appliqué au Saint-Laurent, donc on s'est concentré uniquement sur un seul et unique plan d'eau pour en faire une spécialité, pour le connaître à fond, zone de pêche par zone de pêche, espèce par espèce, et pour faire un portrait le plus précis possible de qu'est-ce qui est le portrait aujourd'hui du Saint-Laurent en termes de pêcherie. Donc, c'est comme ça qu'on a inventé Fourchette Bleue. Donc, on s'est dit, l'objectif maintenant pour nous, c'est de valoriser les espèces qui viennent du Saint-Laurent, qui sont en quantité suffisante dans le Saint-Laurent, puis dont la technique de pêche, elle est respectueuse. À partir de ça, il faut permettre aux Québécois d'avoir accès à ces espèces-là, de pouvoir y goûter, puis de pouvoir l'intégrer à une alimentation plus quotidienne, ou plus hebdomadaire, ou plus structurée, en fait. Voilà. Donc, on se disait aussi qu'en faisant la valorisation d'espèces qu'on ne pêche pas ou qu'on connaît moins bien, ça permettrait aux pêcheurs, en fait, d'avoir une
plus grande demande pour des espèces qu'on ne mange pas encore, de diversifier leur pêche et donc de diversifier notre consommation par le fait même. Donc, c'est comme ça que Fourchette Bleue est née. Donc, comment on voulait appliquer et amener Fourchette Bleue auprès de la population? Donc, on l'a fait pardon, de deux manières. Donnez-moi un petit instant. Je ne suis pas habituée d'être à Montréal, puis là, il y a beaucoup de pollen dans l'air. Hein? Donc, comment on amène Fourchette Bleue auprès du public chez nous? De deux manières. En fait, en certifiant les restaurants, les poissonneries, les supermarchés et même certains transformateurs de produits alimentaires avec la certification Fourchette Bleue. Donc, ça veut dire que ces établissements-là vont servir, vont offrir, vont présenter les produits marins qui sont valorisés par Fourchette Bleue. Et on publie à chaque année un éco-guide. Donc, on refait à chaque année toute la méthodologie de toutes les espèces marines du Saint-Laurent. On estime qu'il y a à peu près 90 espèces comestibles dans le Saint-Laurent. Donc, on les réanalyse, on refait le travail chaque année pour être sûr que jamais on mettra une espèce en danger. Donc, en publiant l'éco-guide, les gens ont une référence lorsqu'ils vont au marché pour acheter leurs produits marins. Donc, voilà. Donc, on a parlé tout à l'heure de saumon, on a parlé de crevettes, on a parlé de homard. Donc, c'est des espèces goûteuses, très bonnes, très savoureuses, très nobles aussi. Donc, si on va un petit peu au niveau des constats, si on rentre dans le vif du sujet. Voilà. Donc, les constats qu'on a faits avec les années par rapport aux produits marins, à la consommation des poissons et fruits de mer. Donc, déjà en partant, on dit que les Québécois sont des mangeurs de viande. Historiquement, ça s'explique. Donc, la plus grande partie du Québec, le Québec est très boisé, très fourni. On allait l'hiver, en fait, beaucoup travailler dans les chantiers, dans les camps de bûcherons. On chassait l'automne, on chassait l'été. Donc, on a été d'abord et avant tout un peuple de mangeurs de viande. Donc, les gens qui vivaient dans les régions côtières, eux, comme en Gaspésie, en Côte-Nord, aux Îles-de-la-Madeleine, mangeaient beaucoup de poissons. Par contre, eux seuls mangeaient du poisson. Il faut voir que la route qui ceinture la Gaspésie vient d'avoir 100 ans. Donc, ça fait juste 100 ans qu'on peut avoir accès à du poisson plus frais. Donc, avant, ce n'était que du poisson séché salé et on mangeait le poisson le vendredi, inspiré de la religion, là, si on veut, ou obligé par la religion à l'époque. Donc, on était déjà avant tout des mangeurs de viande. Le poisson est venu beaucoup plus tard. Si on se compare, par exemple, aux Japonais, on mange très, très, très peu de poisson. Là. Et on est des snobs du poisson, encore aujourd'hui, avec le saumon, les crevettes et le homard. On peut dire qu'on est des snobs du poisson, mais historiquement, là encore, en fait, on a été des gens qui avaient mangé de la morue. La morue, c'est un beau poisson. C'est un beau poisson long, bien brillant, avec beaucoup de chair, pas beaucoup d'arêtes, quelque chose qui est très facile à manger. Alors que dans d'autres pays dans le monde, les poissons laids, les poissons qui ont une sale gueule, qui ont beaucoup d'arêtes, on les consomme aussi très souvent, très régulièrement et même souvent en majorité. Ce qu'on ne fait pas ici. Quand il y a trop d'arêtes, on les tasse, on ne veut pas les manger, il y a trop d'arêtes. Et puis souvent aussi, c'est très rare qu'on va aller au restaurant et qu'on va voir la tête, la queue et la nageoire du poisson. Ici, on a des filets carrés, bien carrés, tous égales dans toutes les assiettes, le carré va être égal. Mais si on va dans d'autres pays, notamment, je ne sais pas moi, au Portugal, on va avoir un poisson entier dans notre assiette. Donc, le snob du poisson, c'est un peu pour taquiner, mais je nous considère comme un peu snob du poisson. Donc, voilà un premier constat. Le deuxième constat, en fait, c'est le manque de diversité que l'on a. Donc, si vous allez à l'épicerie aujourd'hui, dans le comptoir de la poissonnerie, vous allez retrouver du saumon et un poisson blanc, souvent appelé sole. C'est rarement de la sole. On s'entend qu'il y a beaucoup. Ici, au Québec, en fait, ce qu'on vend sous le nom de sole, c'est en fait de la plie. On a différentes sortes de plies dans le Saint-Laurent et c'est ce poisson-là qu'on pêche et qu'on vend sous le nom de sole parce qu'on n'a pas vraiment de sole dans notre coin. Donc, voilà, ça, c'est les poissons qu'on va retrouver. On va retrouver du tilapia, puis on va retrouver souvent des crevettes blanches ou des crevettes asiatiques. On va aussi retrouver sur nos étals des produits étrangers en plus grande majorité que des produits du Québec. Donc, si vous allez dans le comptoir des crevettes, fort probablement que vous allez retrouver des grosses crevettes. Donc, on n'a pas ces grosses crevettes-là au Québec. Donc, c'est sûr que c'est des produits importés.
Même chose pour le saumon. On n'a pas de saumon au Québec. Hein? Ça ne peut pas exister. Je veux dire, si vous mangez du saumon, ça ne peut pas être du saumon du Québec, à moins qu'il soit sauvage, mais sauvage, ce n'est pas de la pêche commerciale. Donc, c'est un pêcheur qui va lui-même sur sa rivière, qui va aller pêcher son saumon. Donc, le saumon ne provient jamais d'ici. Il provient soit du Nouveau-Brunswick, soit de l'Argentine la plupart du temps. Donc, ça, c'est un autre élément. On connaît très, très peu aussi les espèces du Saint-Laurent. Je disais tout à l'heure qu'il y a au moins 90 espèces comestibles dans le Saint-Laurent. On en connaît combien? Vous pouvez m'en nommer combien? Aucune? Rachel? Une dizaine d'espèces, oui. Bon, OK, on a du travail à faire encore. C'est le côté positif de la chose, c'est qu'on a encore plein de défis devant nous. Donc, on connaît très, très peu les espèces du Saint-Laurent. Donc, de les retracer, de les retrouver sur nos étals, c'est une complexité de plus. On s'entend, c'est un défi de plus. On a aussi, parfois avec raison, parfois pas, mais une perception que les produits marins du Québec sont très chers. En fait, c'est vrai en grande partie pour les produits qu'on exporte beaucoup. En fait, plus une espèce marine est exportée, puis nos trois champions au Québec, c'est la crevette nordique, le crabe des neiges et le homard américain. Donc, plus ces espèces-là sont exportées, plus on est confronté à la loi du marché international. Donc, les prix ne sont plus déterminés au Québec, mais ils sont déterminés lors des foires internationales, comme le Boston Seafood Show notamment, où c'est là où les tarifs internationaux sont déterminés. Donc, plus une espèce est commercialisée à l'étranger, moins le Québec a le contrôle sur ses prix de vente. Moins l'espèce est commercialisée à l'étranger, plus on a le contrôle sur les prix qu'on va payer et qu'on va vendre par le fait même. Donc, ça, c'est un élément qui est important de comprendre aussi. Et puis, valorisation déficiente des métiers de la mer. Donc ça, preuve à l'appui, vous allez tous être conscients, on a beaucoup, dans les 30 dernières années, valorisé les maraîchers, donc avec les produits, les fraises du Québec, notamment les légumes bio. On a beaucoup valorisé les producteurs laitiers, on a beaucoup valorisé les fromagers, les producteurs d'œufs, les producteurs de viande bio. Mais les pêcheurs, les transformateurs de produits marins, on n'a pas encore mis ces métiers-là sur le piédestal. Pardon. Sur le piédestal, on ne les a pas encore présentés au public, on n'a pas encore valorisé ces métiers-là. Donc, c'est quelque chose aussi, en fait, c'est un constat qu'on fait aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'on pourra, dans le futur, peut-être travailler un peu plus. Donc, ça va mieux, là, je prends le beat. Donc, quelques données économiques par rapport aux pêcheries. Je vous ai sorti quelques chiffres juste pour qu'on voit un petit peu pourquoi, en fait, nos produits marins sont très, très peu sur nos tables. Déjà, en 2019, le Québec a exporté l'équivalent d'à peu près 38 000 tonnes de produits marins vers l'étranger et ça a généré 426 millions de dollars. Donc, grosso modo, 11 228 000 $ la tonne. À l'inverse, on a importé de l'étranger 54 300 tonnes de produits marins pour un prix d'à peu près 57 millions de dollars, donc pour à peu près 10 000 $ la tonne. Donc, ça veut dire ça, si on extrapole un peu, qu'on achète plus de l'étranger que ce qu'on vend. Donc, ça veut dire aussi que si on gardait, si on conservait au Québec tout ce qu'on pêche, il nous en manquerait encore. Donc là, le mouvement d'import-export est très élevé parce qu'on ne conserve pas nos produits marins au Québec. Donc ça, c'est un premier élément. Le Québec, on exporte 81 % de ce qu'on pêche. Donc, il y a juste 19 % de nos produits marins qui restent au Québec et qui sont consommés par les Québécois. Donc, et principalement le homard, on s'entend. La majorité des autres espèces, en fait, sont exportées vers l'étranger. Petite donnée intéressante, on est loin d'être les champions. On est la 5e province qui exporte au Canada. Donc, en fait, on est quasiment la dernière,
mis à part l'île du Prince-Édouard. Donc, les autres provinces exportent encore plus que nous. Donc, c'est encore, je veux dire, plus grave, entre guillemets, ou plus payant, mais c'est ça. Donc, on n'est pas les champions de l'exportation, mais déjà, c'est 81% de ce qu'on pêche qui est exporté. Donc, c'est énorme. Et puis, il faut voir l'impact économique. C'est que les pêches vont générer 4 500 emplois directs et indirects. Donc, direct, on parle des pêcheurs. Indirect, les travailleurs d'usine, notamment les travailleurs de poissonnerie, les transformateurs de produits marins. Et ces emplois-là sont principalement situés dans les régions côtières du Québec, donc souvent dans des régions où le niveau économique est un peu plus bas. Donc, c'est des emplois qui sont très importants pour les régions côtières. Petite note que j'ai remarquée en faisant mes devoirs dans les dernières semaines, c'est qu'au fil des ans, au fil des 10 dernières années, la valeur de nos exportations tend à diminuer. Il y a quelques années, on exportait pour 17 000 $ la tonne, toute espèce confondue, et nos exportations sont rendues à 11 000 $ la tonne. Donc, on exporte autant, mais c'est de moins en moins payant de vendre à l'étranger. Donc, ça, c'est un bémol qu'on pourrait conserver en tête dans le futur, et ça pourrait devenir un élément très important pour conserver nos produits marins au Québec. Je me suis amusée dans les derniers jours à créer 4 profils d'espèces marines. Donc, je vais vous les expliquer un petit peu. Donc, j'ai séparé toutes les espèces marines du Saint-Laurent, je vous parlais de 90 tout à l'heure, en 4 catégories. Donc, la première catégorie, c'est les espèces qu'on connaît, qu'on pêche et qu'on consomme ici. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Bonjour. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est le homard, le crabe des neiges, la sole, qui est de la plie, en fait, et un peu de crevettes nordiques. Il y a les espèces qu'on connaît peu, qu'on pêche, mais qu'on consomme très peu au Québec, comme notamment l'oursin vert, le phoque, la viande de phoque, le bourgeot, le couteau de mer. On pourrait en nommer plusieurs comme ça. La troisième catégorie, c'est les espèces qu'on ne connaît pas du tout, qui sont inconnues, qui sont pêchées, mais qui sont entièrement exportées. Donc, autrement dit, on les pêche ici, mais les Québécois n'ont pas le temps d'en voir la couleur, qui partent déjà vers l'étranger. On parle du crabe commun, parce qu'on n'a pas juste le crabe des neiges, hein, on a plusieurs sortes de crabes dans le Saint-Laurent. Donc, le crabe commun prend la route de l'étranger dès sa sortie du bateau. Le concombre de mer aussi est une espèce qu'on pêche amplement dans le Saint-Laurent, qui résiste bien même à nos efforts de pêche en ce moment et qu'on exporte à 100% vers l'étranger. Le quatrième profil, c'est les espèces qu'on ne connaît pas, qu'on ne pêche pas donc en mer, qu'on rejette et qui ne sont pas du tout consommées. Et là, on a un potentiel incroyable, dans le sens où, je vais vous faire une petite histoire, une petite mise en situation. Un bateau de pêche au poisson de fond ou une pêche pélagique, par exemple, s'en va en mer et va faire ce qu'on appelle un trait de chalut. Donc, il met son filet à l'eau, il avance, il capture des poissons dans son filet, il ramène son filet sur le pont de son bateau. Et là, si, par exemple, il est parti à la pêche au turbo, bien, ce qu'il va avoir dans son filet, il va avoir plus que des turbos, il va avoir plein de sortes de poissons. Mais il va conserver juste le turbo. Donc, tous les autres poissons qui sont là, on va les rejeter par-dessus bord, on va les remettre à l'eau parce que ce n'est pas ça qu'on est venu pêcher. Il peut y avoir plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que l'espèce, elle est protégée, soit par la loi sur les espèces en péril, soit elle a un statut COSEPAC. Donc, à ce moment-là, ils sont obligés de la remettre à l'eau. Là, il faut voir parce que quand on remonte un filet de pêche, comme pour un plongeur sous-marin, il faut faire des paliers. On ne peut pas remonter d'un coup, il faut faire des paliers pour la décompression. Mais les poissons, quand on relève le filet, on ne fait pas les paliers de décompression. Donc, quand ils arrivent sur le quai, sur le pont du bateau, ils sont morts, soit parce que il n'y a pas eu l'oxygène est arrivé trop vite, ou encore parce qu'ils ont été, j'aime bien dire le mot, écrapous dans le fond du filet, parce que quand il y a beaucoup de poissons, les petits en dessous, ils ne résistent pas longtemps. Donc voilà, ces poissons-là, en fait, on va les rejeter, obligés. Mais il y a plein d'autres poissons qu'on rejette parce que soit ils ont une sale gueule, ils ne sont pas très beaux,
Ah, je reviens à mes snobs du poisson de tantôt, là. Donc, soit ils ne sont pas très beaux, on les rejette, puis on s'est dit, je ne réussirai jamais à vendre ça, le monde n'achètera jamais ça. Ou alors, ils se disent, ah, ça me prend de la place, je ne suis pas sûre qu'en arrivant au quai, l'usine ou quelqu'un va me l'acheter. Donc, la place que lui va prendre dans ma cale va enlever de la place à d'autres turbos. Fait que je vais le rejeter, puis je vais refaire un autre trait de chalut à la place pour refaire un tri, puis garder juste le turbo. Donc ça, en fait, ça fait qu'on gaspille beaucoup de poissons, on remet à l'eau des poissons déjà morts, donc qui ne vont pas servir à rien, en fait, qui sont juste jetés. Donc, si on conservait ici, on donnait une valeur commerciale à ces produits marins-là, bien, on vient diversifier les prises des pêcheurs et diversifier notre consommation de produits marins par le fait même. Donc, bien sûr, la baudroie, je la classe dans les peu connus. Elle commence un petit peu à être connue. Quand on a lancé Fourchette Bleue en 2009, personne ne connaissait la baudroie. Et puis là, les chefs cuisiniers ont commencé à la trouver intéressante. Puis là, ils se sont dit, ah, mais c'est la lotte. Ben, en Europe, c'est la lotte. Ici, c'est la baudroie d'Amérique. Donc, on l'appelle lotte, mais officiellement, ce n'est pas tout à fait le même poisson. Donc, ce qu'on appelle la lotte au supermarché ou à la poissonnerie, c'est en fait, si elle vient d'ici, c'est une baudroie d'Amérique, mais qui est très, très similaire, en fait, et qu'on voit dans les grandes émissions de cuisine en ce moment. Donc, il y a plusieurs espèces comme ça. L'objectif, c'est de les catégoriser puis d'axer notre consommation vers les niveaux 2, 3 et 4, en fait, de plus en plus. C'est là où on va être gagnant, en fait, nous, en tant que société, mais aussi toute l'industrie de la pêche. Nos forces et nos privilèges au Québec, parce qu'on est chanceux. On a un Saint-Laurent, un fleuve Saint-Laurent qui est très propre, qui est très diversifié, avec une eau très, très froide. Donc, je reste la première snob du poisson en disant que nos produits marins au Québec sont les meilleurs au monde parce que l'eau est très, très froide. Ça donne des poissons avec des chairs très fermes, des chairs très sucrées, denses. Si on compare nos poissons, nos fruits de mer avec des poissons d'eau plus chaude, où la chair est plus molle. La chair est un peu plus molle, un peu plus fade, qui se défait plus aussi. Moi, je trouve qu'on a ce privilège-là d'avoir des poissons et des fruits de mer de très grande qualité. Et pour le prouver, les marchés étrangers, eux, l'ont compris que nos produits marins étaient parmi les meilleurs au Québec et ils sont prêts à payer plus cher pour avoir nos produits marins parce qu'ils ont compris la qualité de ces produits-là. Donc, on a accès à des produits sauvages, haut de gamme, diversifiés. Donc, entre un poisson prélevé dans le Saint-Laurent ou un poisson prélevé dans le Mékong, votre choix. Voilà, c'est ce que je disais. Restons snob du poisson. On a aussi, et là, je fais référence un petit peu au documentaire qu'on a vu sur Netflix qui a fait tout un tollé là, dans la dernière année qui s'appelle Seaspiracy. Donc, Seaspiracy, on n'a pas vu beaucoup d'intervenants du Canada sur ce documentaire-là. Il y a une bonne raison à ça. On gère bien nos ressources marines au Canada comparativement à beaucoup d'autres pays sur la planète. En fait, on a une industrie en fait, qui est préoccupée pour la suite de leur métier. Je parle souvent, j'ai la chance, moi, de côtoyer beaucoup de pêcheurs qui se passent les bateaux de père en fils, qui ont une vision d'avenir, qui ont une vision de développement de leur entreprise et de leurs ressources et qui sont interpellés par la durabilité de leurs ressources de plus en plus. Donc, on a cette chance-là d'avoir une industrie très sensible. On a aussi un ministère des pêches et des océans qui est très structuré comparativement à d'autres pays. Donc, ici, il n'est pas pêcheur qui veut. Donc, il faut avoir des permis. Il faut avoir des quotas. Donc, à chaque année, le gouvernement va dire l'état de la ressource, par exemple, pour la crevette nordique, cette année, est de telle quantité. Donc, il y a X nombre de pêcheurs et on va répartir une quantité acceptable sur de combien on peut en prélever sans porter atteinte au stock, en fait, ou à la biomasse. Donc, on a une industrie qui est très structurée, pas une industrie, pardon, un ministère
Il structure bien ça. Et la science est très impliquée. Juste autour d'Exploramer, on a 4 centres de recherche sur le milieu marin, sur les pêches notamment. Et on fait beaucoup d'efforts à l'heure actuelle pour minimiser l'impact de la pêche sur l'environnement. Par exemple, on a des chercheurs qui travaillent sur les engins de pêche, donc pour réduire l'impact des engins de pêche sur les fonds marins et sur les prises accessoires. On a aussi des chercheurs qui travaillent beaucoup sur l'importance de trouver des appâts alternatifs. Vous savez, pour appâter un poisson, ben, il faut un autre poisson. Donc, cet autre poisson-là qu'on va aller prélever pour servir d'appât, ben, si on trouve un appât alternatif qui est sans moindre conséquence ou à moindre coût écologique, ben là, on devient plus éco-responsable aussi comme pêche. Donc, on a des chercheurs qui travaillent à plein de niveaux pour réduire cet impact-là. Ça, c'est très intéressant. On a cette chance-là au Canada. Et une autre chance que l'on a au Canada, c'est l'ouverture d'esprit des consommateurs. En fait, on a depuis, je vais dire 20 ans, mais c'est peut-être 30 ans, on a beaucoup diversifié notre consommation de produits alimentaires de tout acabit. Et en fait, on est prêt aujourd'hui à goûter à plein de choses. Il y a des restaurants de toutes les saveurs avec plein de sortes d'ingrédients qui arrivent chaque jour sur nos assiettes, sur nos tables, puis on est prêt à goûter à ça. Et donc, on est prêt aussi à goûter à toutes les espèces émergentes qui arrivent. Et ça, c'est une chance que l'on a parce que le marché québécois est prêt à ça. Si je dis aux gens ici, venez, on va faire un petit kiosque, on va goûter l'oursin vert, il va y avoir plein de monde qui vont venir. C'est ça qui est bien le fun. Voilà. Alors, si la vie est si parfaite, quels sont nos défis? Quels sont les défis que l'on doit relever? Bien, en fait, nous, puis je vais parler de nous, la société. En fait, il faut qu'aujourd'hui, on enclenche le mouvement de diversifier notre consommation de produits marins. Donc, on parlait tout à l'heure de homards, de saumon et de crevettes. Bien, manger un petit peu plus de bar rayé, ça le fait. T'sais. Manger un petit peu plus de baudroie, manger un petit peu plus de sébaste là, qui s'en vient sur nos étals. Manger, diversifier, pas avoir toujours les mêmes espèces. Demandez aussi à votre poissonnier des nouvelles espèces issues du Saint-Laurent. Donc, si on ne les demande pas, ben, eux ne le demandent pas à l'usine et l'usine ne demande pas aux pêcheurs de le ramener. Donc, il faut changer cette tournante-là puis insister de plus en plus pour avoir accès à ces produits-là. La petite exemple de l'Afrique, et ça, c'est un chercheur de l'Université du Québec à Rimouski un jour qui m'a raconté cette histoire-là. C'est très vrai, finalement, quand on y réfléchit. En Afrique, puis je dirais même en Amérique du Sud, un pêcheur se lève le matin, prend son bateau, s'en va en mer, déploie son filet, remonte son filet, ramasse les poissons, retourne à terre, vend son poisson. Personne n'a jamais vu un pêcheur ailleurs que dans les pays occidentaux rejeter des poissons en mer. Donc, chaque poisson a une valeur commerciale en Afrique. Ils sont tous bons. Il y en a qui valent moins cher que d'autres, il y en a qui valent plus cher, mais ils ont tous une valeur commerciale. Et nous, c'est à côté de ça qu'on est passé dans les dernières années. Ensuite, il faut qu'on mette en place une traçabilité. Ça, on est capable de tracer aujourd'hui un morceau de viande, on est capable de tracer d'où vient notre œuf, d'où vient notre lait, on ne sait pas d'où vient notre poisson. On ne sait même pas quel poisson on achète souvent. Donc, ça, c'est un problème. Donc, si on met en place une traçabilité, pas nécessairement du bateau au consommateur, mais au moins, minimalement, ça serait l'idéal, mais minimalement de savoir quel poisson vient du Québec. Ce serait déjà une plus-value importante. Donc, il faut qu'on sache qu'est-ce qui vient du Québec pour acheter d'abord et avant tout ces produits-là. Parce qu'une fois qu'on a un filet blanc dans une barquette, difficile de savoir s'il vient du Québec ou pas. Ensuite de ça, il faut adapter notre consommation de produits marins au changement climatique. On le voit à l'heure actuelle, c'est flagrant. Là, dans les 5-6 dernières années, moi, j'ai vu une modulation des pêches importantes. Donc, on a vu dans les années 90 la disparition complète du sébaste, la réduction très importante des stocks de morue. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est un retour spectaculaire du sébaste,
un retour spectaculaire du calmar du Saint-Laurent. On est en train de voir une augmentation importante de la biomasse de la merlue. On a vu le maquereau disparaître. En fait, on le soupçonne d'être monté plus haut dans le nord où les eaux sont plus froides. La crevette diminue, probablement en fonction du retour du sébasse. On a des stocks de phoques qui sont beaucoup trop importants à l'heure actuelle. On devrait avoir des stocks de phoques dans le Saint-Laurent d'à peu près 500 000 têtes. On approche les 9 millions. Donc, ça mange, là, ça. Là. Ça mange beaucoup. Donc, tout ce qui est changement climatique, qui est fluctuation des biomasses, c'est important, en fait, d'être conscient de ça. La saisonnalité aussi. On est tous très à l'affût que les fraises du Québec arrivent, puis que c'est le temps de les manger, puis on va se gaver de fraises parce que quand ils ne seront plus là, ça va être fini, on va passer à autre chose. C'est la même chose pour les produits marins. En fait, il y a une saison où on mange le crabe des neiges. Il y a une saison pour le homard, il y a une saison pour le bourgeot, il y a une saison pour l'oursin. L'oursin, on le mange l'hiver. Fait que oui, ça se peut des produits marins en hiver. Donc, il faut garder tout ça en tête aussi. Et aussi, il faut se servir d'abord. Donc, il faut permettre au Québec d'acheter les produits marins du Québec avant que ces stocks-là soient vendus à l'étranger. Et le marché est bien organisé. Le marché international est très, très bien organisé. Donc, tout ça se passe avant les pêches. Donc, nous, on se réveille toujours un petit peu trop tard. Puis quand on est prêt à acheter du poisson, bien, c'est déjà la saison des pêches. Mais quand la saison des pêches commence, les produits sont déjà vendus à l'étranger. Donc, ça fait en sorte que depuis plusieurs années, toujours depuis la création du Canada, en quelque sorte, parce que le Canada, j'aime bien le dire, s'est construit sur l'industrie de la pêche vers les marchés étrangers. Donc, on a déjà, à l'époque, les premiers colons en Gaspésie, en Acadie, en Côte-Nord, avaient des usines de pêche qui étaient tenues par des étrangers, donc on exportait tout. Je reviens au fait qu'on n'avait toujours pas la 132 à ce moment-là. Donc, les produits marins du Québec ont toujours été vendus à l'étranger. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on essaie de renverser la vapeur puis qu'on dise, OK, les produits marins, c'est notre territoire, c'est notre ressource. Il faut que le Québec puisse acheter d'abord ces ressources-là et ce qu'on n'achètera pas, parce que, bon, on s'entend qu'on ne mangera pas tout le crabe des neiges et tous les homards qui sont pêchés au Québec. C'est beaucoup trop d'une seule espèce, mais se servir d'abord et exporter l'excédent. C'est ce qu'on devrait viser. Ça va bien jusque-là? Je ne vais pas trop vite. Voilà. Donc, comment on fait, nous, pour faire notre part Fourchette Bleue dans toutes ces données-là que je vous ai données? Bien, dans un premier temps, l'importance, la priorité, c'est de s'assurer de ne jamais mettre une espèce en péril ou de mettre une espèce à risque. Donc, on a une méthodologie qu'on a chaque jour. Chaque année, je veux dire. C'est une méthodologie qu'on met en place qui nous permet de refaire la liste à chaque année des espèces qu'on propose aux gens de découvrir, qu'on veut valoriser de plus en plus. Donc, cette méthodologie-là a 4 critères. Donc, le premier critère, l'espèce doit être comestible ou avoir un niveau de chair assez intéressant pour être consommée. Ensuite de ça, la biomasse doit être suffisante et doit pouvoir assumer un effort de pêche supplémentaire. Le troisième critère, c'est la technique de pêche. Donc, la technique de pêche doit avoir peu d'impact sur le milieu marin ou le moins possible d'impact sur le milieu marin. Et le quatrième critère, c'est le niveau de commercialisation, donc les 4 profils que je vous montrais tout à l'heure, donc les 3 derniers. Donc, c'est des espèces qui pourraient être consommées davantage au Québec. Ça nous permet de refaire la liste chaque année. Et à titre d'exemple, dans les premières années de Fourchette Bleue, en 2009, 2010, 2011, on faisait la promotion du maquereau bleu. En 2012, on a retiré le maquereau de notre liste parce qu'on voyait un petit déclin dans la biomasse. Et cette année, en fait, ça a été annoncé il y a quelques semaines, la pêche au maquereau, elle est interrompue, donc il y a un moratoire sur la pêche au maquereau et au hareng par le fait même. Donc, c'est le gouvernement qui vient de décider qu'on arrêtait ces pêches-là pour permettre à l'espèce de se régénérer un peu plus. Donc, ça, on l'avait vu venir d'avance et c'est l'avantage de le faire à tous les ans.
On offre aussi à Exploramer. Je vous parlais tout à l'heure, on connaît mal les espèces marines du Saint-Laurent. Donc, un de nos objectifs, c'est de mieux faire connaître les espèces du Saint-Laurent. Donc, on fait beaucoup d'activités éducatives. On a une activité qu'on fait au musée 2 fois par jour, qui s'appelle « Oser goûter ». Donc, on fait une petite présentation de qu'est-ce que c'est que les pêcheries durables, qu'est-ce que c'est que fourchette bleue, et quelles sont les espèces qu'on devrait intégrer un peu plus dans nos assiettes. Et l'activité se termine par une dégustation à l'aveugle de 5 espèces marines du Saint-Laurent. Donc, chaque jour, 2 fois par jour, des gens viennent, s'assoient dans le musée et ils reçoivent une planche de dégustation devant eux avec une algue, un poisson, le sébasse qu'on a choisi. On a choisi la macre de Stimson, le buxin ou le bourgeot et la viande de phoque. Donc, ces gens-là peuvent découvrir 5 espèces qui ont souvent jamais été goûtées et peuvent découvrir, mais de façon très simple, là, juste pas d'assaisonnement, rien du tout, juste pour découvrir l'odeur, la texture, la chair, le goût, l'arrière-goût de ces espèces-là, puis voir si ça pourrait être quelque chose qu'on invite sur la table à un moment donné. On a aussi, on travaille actuellement sur une exposition virtuelle qui va s'appeler « De l'eau à la bouche », qui va permettre aux gens de mieux découvrir le Saint-Laurent et les espèces et les pêches, donc selon 3 axes. Donc, le Saint-Laurent, l'habitat, la biodiversité, les pêches, les engins de pêche, les stocks, les quotas, les permis. Et puis, le volet gastronomique, donc comment on ouvre un oursin, comment on prélève un filet sur une baudroie, comment on fait un fumet, quelle est la partie comestible du bourgeot, des activités comme ça, puis des recettes par des grands chefs. On travaille aussi annuellement, je sais que je suis à Montréal et que c'est un sujet un petit peu plus tabou, mais dans nos régions côtières, c'est un sujet populaire. Donc, on fait des formations de chasse aux phoques. Donc, c'est une activité qu'on offre chaque année qui dure 2 jours. Donc, les gens peuvent venir apprendre de façon légale et durable à chasser le phoque. On parlait tantôt de non-atteinte au stock. Donc, le phoque actuellement, comme il est en grande quantité, on n'a pas peur de dépasser le nombre permis ou le nombre acceptable d'abattage. Et donc, l'objectif de cette formation-là, c'est d'apprendre à utiliser l'entièreté de la bête, donc la viande, le gras, la fourrure, et de pouvoir l'apprêter aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a toujours un grand chef qui est à la formation pour venir donner ses conseils culinaires pour savoir apprêter le phoque de façon intelligente, durable et responsable. Donc, ça, c'est des genres d'activités que l'on offre régulièrement pour mieux faire connaître les espèces du Saint-Laurent. Et on a aussi tout un volet commercial ou professionnel où on a développé, c'était cette année la toute première édition du Salon Fourchette Bleue. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait venir les pêcheurs à Rivière-du-Loup, les pêcheurs, les transformateurs, les usines de produits marins. On leur a donné chacun un kiosque et on a fait venir des restaurateurs de Montréal, de Québec, de Tadoussac, de la Gaspésie, d'un peu partout au Québec. Puis on les a fait se rencontrer. C'était la première fois qu'un événement comme ça existe. Je parlais tout à l'heure du Boston Seafood Show, mais c'était une version québécoise de ce salon-là où nos restaurateurs, nos poissonniers venaient se servir d'abord pour la première fois au Québec. C'est une grande réussite. On travaille aussi sur un projet de plateforme numérique, donc qui va permettre de continuer les travaux du salon. Donc, quand un pêcheur en mer va dire, ben, moi, plutôt que rejeter mes 6 hémitriptères que j'ai pêchés, je vais les ramener à quai, puis rendu sur le quai, je vais envoyer cette offre-là sur la plateforme. Ben, des chefs comme Normand Laprise, Daniel Vézina, Jean Soulard et compagnie, donc, pourront recevoir cette information-là sur leur téléphone et pouvoir acquérir ces poissons-là plutôt qu'ils aient été rejetés en mer. Donc, on vient de donner une valeur commerciale pour le pêcheur et on vient de diversifier notre consommation de produits marins pour nous, les consommateurs. Voilà, c'est un petit peu les travaux que l'on fait. Il y en a beaucoup d'autres aussi, mais je voulais vous donner les principaux. Et puis, en terminant, je ne sais pas si je suis dans les temps ou pas. Je vous présente la liste Fourchette Bleue de 2022. Donc, on la sort à chaque année en février. Donc, ça vous permet de voir un petit peu les espèces qu'on vous propose de goûter cette année, cet été principalement.
Donc, de mettre sur votre assiette, il y en a pour tous les goûts. Donc, il y a les poissons, une catégorie des poissons, la catégorie des fruits de mer. Fruits de mer, c'est ce qu'on appelle les crustacés, les mollusques, les échinodermes. On a pour les mangeurs de viande, de la viande de phoque. Et pour tous les végétariens ou véganes, on a toute une catégorie d'algues qui sont comestibles, croquantes, sucrées, avec plein de qualités nutritives qui viennent s'ajouter à ça. Voilà, alors, c'est tout pour moi. Je ne sais pas si j'étais dans les temps. Absolument, bon? Sandra, c'est parfait, vraiment. Oui, oui, super. Puis vraiment plein d'informations pertinentes. Puis au fur et à mesure où moi, du moins, j'avais des questions dans ma tête qui émergeaient, tu y répondais pratiquement au fur et à mesure, là, notamment sur les solutions mises en place, votre rôle à travers ces solutions-là aussi au Québec, pas juste pour la pêche durable, mais aussi sur comment rendre accessibles les poissons dans les assiettes des Québécois. Puis, tu sais, je pensais, bon, c'est sûr que la popularité de certains poissons va se faire à travers, par exemple, des chefs en cuisine ici au Québec. Et dans les épiceries, comment ça se passe, ce lien-là avec les épiciers, je pense à IGA, à Métro, à nos grands épiciers qui ne sont pas des poissonneries en tant que telles, mais qui ont un gros volet poisson quand même. Est-ce qu'ils mettent de l'avant les produits québécois? Je ne veux pas vous dévoiler de scoop, mais il y en aura un bientôt. Oh, d'accord. Alors, scoop à venir, restez à l'affût. Scoop à venir. En fait, il y a effectivement une chaîne de supermarchés qui, depuis quelques mois, s'intéresse particulièrement à Fourchette Bleue puis à ces espèces émergentes-là. Et puis, on devrait pouvoir annoncer bientôt là, la certification d'une chaîne au Québec. Magnifique. Pour la première fois. On aime entendre des nouvelles comme ça. Fabuleux. On a bien hâte de savoir qui. Je ne le sais pas. Non, c'est correct. On ne le sait pas. On ne sait pas encore. On garde le scoop. Oui. Bon, mais c'est une bonne nouvelle. Oui, on a une question ici. Donc, comment se procurer des espèces différentes et de saison en plus, là, avec l'été qui arrive? Là, en fait, c'est chouette parce que là, c'est l'émergence qui arrive. En fait, la saison au Québec commence habituellement début avril avec le crabe des neiges. Après ça, on a la crevette en écaille et le homard vient de commencer. Là, on est sur la fin du crabe des neiges. C'est ceux qui n'ont pas encore eu le temps d'en manger. C'est le temps parce que dans quelques jours, quelques semaines, il n'y en aura plus. Mais là, va commencer la pêche aux poissons de fond. Il y en a qui ont déjà commencé, mais là, c'est tous les poissons qui vont sortir. Là, on parle de flétan atlantique qui, la pêche commence et commencée même. On va aller vers la pêche au turbo, on va aller vers la pêche à tous les poissons pélagiques aussi. Donc, c'est là que la grande diversité va exploser en ce moment. Donc, il n'est pas trop tard, c'est là que ça commence. Et là, en fait, vous pouvez aller sur le site Internet d'Exploramer puis aller voir quelle poissonnerie dans votre région est certifiée Fourchette Bleue. Donc, eux, ils se sont donnés comme mission d'intégrer ces espèces-là, quelques-unes, pas nécessairement toutes, mais quelques-unes de ces espèces-là à leur comptoir de poissonnerie ou même les restaurants, si vous n'êtes pas sûr que vous voulez goûter avant. Donc, les restaurants, les chefs sont des bons entremetteurs pour nous faire goûter ces espèces-là. Donc, vous pouvez aller chercher ces espèces-là dans ces poissonneries-là, les demander. S'ils n'ont pas celle que vous voulez, la demander et la redemander toujours parce que c'est loin la Gaspésie, c'est loin la Côte-Nord, les îles de Madeleine encore plus. Donc, il faut que le message se rende jusque là-bas. Donc, c'est important de le dire à votre poissonnier que lui puisse transmettre son message à son distributeur, qui va le transmettre à l'usine, qui va le transmettre aux pêcheurs. Donc, la chaîne, les maillons de la chaîne, il y en a plusieurs, il faut tous les attacher, donc il faut être insistant. Mais ça se fait, ça se fait. Donc, ça serait notre rôle à jouer. Là. Si on veut permettre à notre poissonnerie de quartier, par exemple, d'aller chercher peut-être même une certification, Absolument. on peut lui en parler, on peut aller jaser avec notre poissonnier puis lui parler de cette certification-là et insister pour avoir des poissons. Et ça marche pour vrai parce que il y a en 2009, quand on a lancé Fourchette Bleue, de la Baudroie, il n'y en avait nulle part. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais consommé. Maintenant, il n'y a plus une Baudroie qui se perd nulle part au Québec. Les bourgots, avant, il n'y en avait pas à Montréal. Chez nous, on en trouvait en Gaspésie, en Côte-Nord, mais
À Montréal, on en trouve maintenant des bourgaux. Donc, c'est à force de le demander que les changements se font puis qu'on amène ces espèces-là jusqu'ici. Et vous pouvez même conseiller à votre poissonnier, à votre restaurateur, de s'inscrire au prochain Salon Fourchette Bleue. Et là, il va avoir accès à tous les producteurs, les transformateurs et même les pêcheurs parfois pour acheter en direct. Ben oui, parce que là, il y a beaucoup de ressources, beaucoup d'informations de disponibles. On a une autre question ici. En fait, il y a on appelle ça les prises accessoires. C'est plus joli qu'accidentel. Maintenant, moi, je me force à dire accessoires. En fait, il y a des espèces qui ne sont pas des espèces ciblées par une pêche ciblée. Donc, quand on va à une pêche au homard, on peut ramener que du homard, par exemple. Puis on va à la pêche aux crevettes, on peut ramener que de la crevette. Par contre, quand on va à la pêche aux poissons de fond, on peut ramener du turbo, on peut ramener de la baudroie, on peut ramener... Donc, les pêcheurs, ils vont habituellement avec l'idée de ramener du turbo, mais ils ont accès, parce que leur permis est beaucoup plus large, ils ont accès à ramener plusieurs prises accessoires. C'est là que ça devient intéressant et payant pour eux et pour nous. Et donc, considérant ça, qui n'ont pas besoin d'un permis spécial pour ça, pour ceux qui vont, par exemple, à la pêche au homard, mais qui reviennent avec d'autres espèces, ils n'ont aucun moyen. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas tout le droit. simplement. Puis ça risque tout de changer pour justement éviter des pêches inutiles puis du rejet dans les eaux. On y travaille. Comme par exemple, à l'heure actuelle, la pêche au homard, dans les casets au homard, on va trouver de la loquette d'Amérique, qui est un poisson qui ressemble à une grosse anguille, qu'on pêchait au Québec pendant la guerre. Et là, oui. Et là, en plus. Celle avec des belles grosses babines. Là. Oh, wow! Donc... Ah oui, c'est impressionnant. Okay. Oui. Et donc, la loquette, en fait, on la pêchait pendant la guerre parce que les hommes étant partis loin, les femmes et les enfants pouvaient pêcher facilement ce poisson-là qui était près des quais. Donc, c'est un poisson... Puis, quand la guerre a été finie, on est redevenu stop du poisson. Hein? Oui, ça? voilà. Et on a arrêté d'aller chercher la loquette, puis on est retourné vers notre morue habituelle. OK. Donc, mais pour les pêcheurs, en fait, elle est là, elle est dans le casier. Donc, elle serait très facile à ramener. Mais ça va prendre... Quand on y travaille, il y a des communautés autochtones aussi qui ont demandé ça, qui veulent commencer à ramener les loquettes d'Amérique. Mais il faut, avant de pouvoir le faire, s'assurer de le faire sans porter atteinte à l'espèce. Donc, on doit faire un relevé de stock. On doit déterminer il y en a combien, dans quelle zone, parce que c'est un poisson qui vit dans la zone intertidale. On pêche le homard dans la zone intertidale. Donc, c'est une zone de pêche qui est quand même très circonscrite. Donc, on doit s'assurer de ne jamais porter atteinte à l'espèce. Donc, il faut que les chercheurs s'attardent et décident de faire un relevé de stock. Mais comme ce n'est pas une espèce qui est commercial en ce moment, ben c'est comme un peu secondaire. Oui, il n'y a pas tant d'intérêt, ils vont aller aux priorités d'abord. C'est ça. Fait qu'il faut ramener ça sur la pile puis démontrer l'importance de développer ces nouvelles espèces émergentes-là. OK. Super. Et puis, pour la liste disponible donc sur le site d'Exploramer, Fourchette Bleue, est-ce qu'il y a aussi les saisons d'indiquer pour la consommation de ces poissons? Non, mais c'est quelque chose qu'on va amener à travers l'exposition virtuelle. Puis dans la plateforme commerciale que je parlais tout à l'heure, il y aura aussi un volet consommateur qui nous permettra d'avoir plus d'informations là, sur justement la saisonnalité, les techniques de pêche, différentes manières de traiter ces poissons-là ou ces fruits de mer-là. OK. Et donc, le prochain salon Fourchette Bleue, il va avoir lieu quand? Février 2023. Février 2023, inscrivez-vous dès maintenant. Voilà. Hein, passez le mot chez vos restaurateurs, poissonniers et compagnie pour que cette belle rencontre ait lieu. C'est fantastique. Merci beaucoup, Sandra, de t'être déplacée jusqu'à la Maison du développement durable pour nous rencontrer aujourd'hui. C'est vraiment extrêmement intéressant. Allez voir les informations, exploramer.qc.ca. Tout est disponible en ligne. Et nous, on va envoyer également un sondage de satisfaction qui sera accompagné de la magnifique présentation de Sandra et du site web d'Exploramer Fourchette Bleue pour que vous puissiez avoir accès facilement à l'information.
La conférence sera disponible sous peu sur notre chaîne YouTube en rediffusion. Encore une fois, merci à Hydro-Québec et la Ville de Montréal. Hydro-Québec est le partenaire principal de notre programmation et qui nous permet des événements gratuits comme ça pour tous. On a une belle programmation à venir, donc surveillez ça sur notre site web, réseaux sociaux. Demain, j'offrirai une chronique sur CKVL-FM à 13h30 sur la semaine de l'océan et du Saint-Laurent, entre autres. Et le vendredi 10 juin, nous avons Audrey-Anne Loisel qui viendra nous parler de l'importance des zones humides, des milieux humides, de la préservation de ceux-ci. Alors, encore une fois, merci. Merci de votre présence et bonne fin de journée.